Et bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission. Conventionnellement, elle est souvent présentée comme le quatrième pouvoir, à cheval entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Dans les régimes de démocratie plurielle, la presse arbore souvent et parfois la tunique d'une force d'interposition, usant de son pouvoir d'influence pour infléchir ou façonner l'orientation des politiques publiques. Son rôle catalyseur au sein de la démocratie est ici énoncé par le chef de l'État, Patrice Talon, le 12 janvier 2023, au palais de la Marina à Cotonou. Renforcer les acquis démocratiques est aussi tributaire de la contribution d'une presse professionnelle et responsable. À cet effet, je voudrais assigner une mission particulière à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, celle d'engager des consultations sérieuses avec les acteurs de la presse nationale afin de proposer au gouvernement, assez vite, les axes d'une réforme ambitieuse et pertinente du secteur. Les réformes ainsi annoncées seront-elles porteuses d'une aube nouvelle pour les médias béninois confrontés la plupart du temps à des malaises de diverses natures? Eh bien, avec mon invité, nous parlerons de la dynamique en cours dans le paysage médiatique béninois ces dernières années. Dr Wenceslas Maoussi nous dira si les critiques nourries dans l'espace public et dans le rang des consommateurs sur la qualité des contenus proposés par les médias sont justifiées, sont-elles pertinentes ou non, et quelle doit être la thérapie de choc pour mettre les médias au service du développement. Autant de questions que nous allons essayer d'élucider tout au long de cette émission à l'aune, bien entendu, du diagnostic présidentiel et des nouvelles missions assignées à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'ARAC, la régie. Carte sur table, le débat. Docteur Wenceslas Maoussi, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Vous êtes enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, expert médias et pratique info numérique. Vous avez occupé précédemment le poste de directeur adjoint de l'École nationale des sciences techniques de l'information et de la communication, l'ENSTIC, bien entendu, qui est implanté dans l'antre de l'université d'Abomey-Calavi. Merci de répondre à mon invitation. C'est moi. Je vous remercie de l'invitation. Je remercie également nos amis auditeurs, auditrices, mais aussi ceux qui vont nous suivre sur les médias sociaux, les canaux digitaux. Alors, docteur Wenceslas Maoussi, cela fait un moment que vous observez la dynamique qui est en cours dans le paysage médiatique. Je l'avais annoncé en termes de cette émission. Alors, au Bénin, en termes d'état des lieux, des médias, tout secteur confondu, qu'est-ce que nous pouvons dire à nos auditeurs? Je souris parce qu'en réalité, vous savez, le président l'a dit tout à l'heure, on l'a écouté, que la presse, quand même, elle est le baromètre de la démocratie. La presse permet, à travers sa vitalité, son animation, de donner le terreau d'expression des voix dissonantes en démocratie. Et là, on considère que dans un pays, quand il y a la presse qui s'anime, quand les opposants parlent, quand les associations, les paysans, les communautés, tout le monde parle, on estime qu'il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression d'une part, et de l'autre, il y a la liberté de la presse, la liberté des médias. Et de ce point de vue-là, je pense que cela facilite la vitalité démocratique. Mais depuis un moment, on peut observer à la fois de façon synchronique et de façon diachronique qu'on a des raisons de se poser des questions sur à la fois ce qu'on peut appeler la liberté d'expression, mais aussi sur la liberté de presse. Je m'en tiendrai qu'au rapport de Reporters sans frontières, ces 15-20 dernières années, je dirais, qui montrent que nous avons baissé. Il y a une dégringolade dans l'attribution des points quant à peut-être des questions d'accès à l'information, des questions liées à la liberté d'expression, mais aussi à la liberté de presse. Je vais m'expliquer. Quand dans un pays, les gouvernants signent des contrats avec des organes de presse,
cela relève de ce qu'on peut appeler un pacte de non-agression. Et de ce point de vue-là, on n'a plus l'indépendance médiatique qu'il faut. Les journalistes ne sont plus en ce moment-là très indépendants de jouer leur rôle, de critiquer et de mettre sur le tapis un fait que, par exemple, un gouvernement ou aussi un opérateur économique aurait signé avec eux comme contrat. Et ça existait depuis, ça a continué. Ça a été l'un des critères pour montrer que la presse au Bénin n'est pas vraiment indépendante. Il y a dans ce même sillage ce qu'on peut appeler les unes siamoises. C'est-à-dire que quand on a un contrat, ça peut ne pas être le gouvernement, ça peut être même les opposants. Et qu'on a donné des directives et qu'un journal publie une A et on voit la une B similaire, ça pose le problème de savoir que le journaliste n'est plus totalement indépendant de faire un sujet lui-même. Et là, les sujets deviennent des sujets fléchés. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut observer. Il faut observer également la suppression de certains médias, quand même. Il y a des groupes de presse qui ont cessé d'émettre. Il y a aussi certains médias qui ne paraissent plus, mais il y a d'autres qui ont repris. Ces éléments montrent qu'il y a quand même un essoufflement, d'une part, de ceux peut-être qui ont eu des pressions, mais aussi que l'entreprise de presse n'était plus vraiment viable et certaines entreprises ont fermé. On a ensuite de cela, quand le gouvernement lui-même se décide à supprimer, par exemple, certaines agences liées à la presse, notamment l'ABP par exemple, qui pendant longtemps a servi de fourniture d'informations en termes de dépêches, etc., aux organes de presse, parce qu'il faut l'expliquer. L'agence de presse, c'est la source d'information aux médias. C'est des médias aussi, mais c'est des agenciers qui fournissent de l'information de première main aux autres médias, comme la Radio Nationale, l'OTB et tous les autres médias. Mais ça a été supprimé. Et là, en matière d'accès à l'information, quand Reporters sans frontières va analyser, on verra que la source pour avoir la vraie information a été supprimée, qui est l'agence Bénin Presse. Et là, on n'a pas encore une solution, donc on restreint l'accès à l'information. Et donc, de ce point de vue-là, les médias ne sont pas totalement libres. Et pour terminer, c'est le dernier point, qui est la question de la liberté. Quand on a vu de 97, bon, on a la libération de l'espace audiovisuel avec la loi de 97, la loi de 2015 qui dépénalise les délits de presse, et que ces 5-6 dernières années, on observe que des journalistes, pour une raison ou pour une autre, quant à l'avènement par exemple du code du numérique, certains font la prison. Ça veut dire qu'il n'y a pas totalement liberté d'expression, ni liberté des médias. Et donc, tout ça mis ensemble peut amener à dire que la liberté d'expression, la liberté de la presse, l'accès à l'information est en demi-teinte sous nos cieux. Même s'il y a des efforts. Et c'est en cela que peut-être que le président de la République a dit, on y reviendra. Tout à l'heure, on va voir qu'il y a peut-être des efforts. Parce qu'il faut clarifier, de mon point de vue, par exemple, cette affaire du code du numérique, où quand un journaliste, pour une raison ou pour une autre, publie une information, et Dieu sait ça aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, à moins de me tromper, les journalistes n'ont pas encore leur carte de presse. Qu'on le récupère, et qu'on va le traiter comme un citoyen lambda, parce qu'il n'a pas sa carte de presse, puisqu'on sait, au terme de l'article 22 du Code de l'information et de la communication, que le statut de journaliste est consacré par la carte de presse. On va le traiter avec le Code du numérique comme un simple individu. C'est justement la question que il va faire la prison. Parce que les confrères, souvent, qui ont maillé partie avec les juridictions béninoises, qui, vous l'avez rappelé, pour certains, ils ont été obligés donc de connaître le séjour carcéral. Pour d'autres, il y a ce qu'on appelle le harcèlement judiciaire. Alors, on traite ces confrères, ces journalistes-là, comme des citoyens lambda, des citoyens sans titre, sans profession et tout ça. Alors, on se demande finalement, est-ce qu'il ne faut pas agir sur la législation qui encadre aujourd'hui le secteur de l'information? Oui, vous savez, nous avons, en matière du régime de droit des médias bénin, nous avons 2 ou 3 tests. Bon, il y a d'autres, mais les tests les plus fondateurs, c'est le code de l'information et de la communication du 15 mars 2015, donc la loi 2015-08, donc du 15 mars du 20 mars 2015, portant code de l'information et de la communication au République du Bénin. Nous avons la loi 2014, portant relative à la radio numérique.
Et nous avons également, on peut considérer la loi organique de la RAC, mais le code du numérique n'est pas du régime des médias. Et donc, en réalité, quand on voit ces tests, pour l'heure, le statut de journaliste ou de professionnel des médias est encadré, mais il faudra corriger cela. Pourquoi? Quand vous prenez la loi 2015, on est allé jusqu'à dire sur les assimilés que Grogneur est un professionnel des médias assimilés. C'est un problème. Donc, cette loi est prévue pour être relue. Il faut déjà, dans cette relecture, non seulement peut-être soustraire, mais aller à d'autres corps de métier qui aujourd'hui sont dans les médias et qui sont considérés assimilés des professionnels des médias. Parce que l'un, si vous voulez, des axes ou des axes pour les pistes majeures, c'est la refonte ou la revue du statut du professionnel des médias. Et la loi qui l'encadre jusque-là, donc c'est le Code de l'information et de la communication, et il va falloir peut-être revoir. Quand on va revoir ça, on va s'atteler à deux choses de mon point de vue. Lesquelles? Premièrement, est journaliste celui qui a fait une école de formation. Parce que dans notre pays, depuis minimum 15 ans, nous avons des instituts publics qui forment et nous avons aussi des installations privées d'enseignement supérieur qui forment en journalisme. Donc on ne peut plus, ce que nous avions dit aux États-Unis de 2002, donc il y a 21 ans, et au deuxième États-Unis, nous 2014. 2014 aussi, nous pouvons plus nous prévaloir de ce que la formation en journalisme au Bénin est un problème. La formation en journalisme au Bénin est presque réglée. Il suffit simplement de tenir compte de cette formation dans la réforme et de donner des moyens aux écoles qui existent, notamment les écoles publiques si on veut faire œuvre de politique publique. On peut s'en tenir aux écoles publiques parce que certains privés ont les moyens d'avoir des studios, etc. Et de faire en sorte que ceux qui sortent de ces écoles-là, parce qu'ils ont été formés, parce qu'ils ont reçu la formation minimum donc de licence, donc 6 semestres, ils sont considérés comme des journalistes diplômés et peuvent, quand ils vont faire les stages professionnels complémentaires, détenir la carte de presse. Ça, c'est le premier, et c'est dans la loi, hein, c'est dans l'article 20 de la loi 2015, et c'est clair, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, pour tenir compte de ceux qui, d'une autre manière, sont déjà dedans, qui n'ont pas forcément fait les écoles, etc., et qui ont l'expérience, sont considérés comme des journalistes, parce qu'ils exercent de façon régulière, rétribuée, la profession de journaliste. Et je pense que quand on fait ça, on a fait le filtre, et n'importe qui ne peut plus se prévaloir d'être journaliste. Il est clair que après, comme l'a dit l'article 22, on va dire que ce statut est constaté par la détention de la carte de presse. Ça, c'est évident. Et aussi de faire en sorte que les journalistes bénéficient réellement des prérogatives qui sont liées donc à la détention de la carte de presse. Mais est-ce que il y a toujours pas, ce n'est pas toujours un mur lézardé que de dire, bon, il y a des personnes qui sont déjà dans la profession, qui ne peuvent pas détenir forcément le diplôme, ils ne sont pas diplômés en journalisme. On prend la profession d'avocat, par exemple, on connaît la procédure pour devenir avocat. Alors, est-ce qu'il ne faut pas régler une fois pour de bon ce problème? Justement, non, c'est qu'il faut fermer en disant, quand on a dit, on peut même faire un recensement, quand on a dit, quand on a permis à ceux qui ont exercé pendant 10 ans, 20 ans, vous ne pouvez pas leur dire qu'ils ne sont pas des professionnels, parce qu'ils n'ont pas fait une école. On ferme à ceux-là. Et on dit en réalité, désormais, pour dire, se prévaloir du titre de journaliste, c'est que vous avez fait une école. C'est ce que je suis en train de dire. Si alors nous sommes... Il y a une manière définie. Oui, si nous sommes en train de faire la réforme et que les gens sont déjà dans la profession, on fait quoi d'eux? On ne peut pas forcément dire peut-être forcément d'aller encore à une école. Ils sont des professionnels rompus, ils ont de la renommée, ici comme ailleurs, même peut-être à l'international. Il suffit de les consacrer journalistes. Mais on ne peut plus rentrer si on n'a pas fait une école. Est-ce que je suis en train de dire? Puisque depuis 15 ans, comme je le dis, il y a des écoles. L'offre éducative existe. Puisqu'en 2009, on a fait 3 ans de formation à l'ENA. Et en 2011, on a créé l'école de Savalou qui est venue maintenant à UNST, que vous disiez à l'entame. J'ai été le directeur adjoint. J'ai des études et stages pendant un peu près un peu moins de 4 ans. Et donc, on a aujourd'hui à peu près 14 promotions que le public a sorties. À peu près.
Alors, qui sont sur le marché du qui sont des travail. professionnels qui ont été formés avec la dernière rigueur, qui ont le minimum, en fait, en termes de formation. Et aussi, il y a une quinzaine d'établissements d'enseignement privé supérieur qui forment aujourd'hui. Donc, la règle première, désormais de dire dans notre pays, c'est de dire que les gens aient fait une école de journalisme reconnue par l'État. Que l'école soit publique ou que l'école soit privée, puisque les privés font l'examen national et c'est l'État qui organise l'examen national. Donc, désormais, pour entrer dans la profession, il faut mettre ce filtre-là. Là, je suis peut-être péremptoire dessus. Il faut mettre ce filtre. Maintenant, apurer progressivement ceux qui, je ne sais pas s'il faut faire un examen professionnel à ceux qui sont dedans, mais trouver le mécanisme pour dire, désormais à l'entrée, vous rentrez dans ce corps de métier quand vous avez fait une école de formation professionnelle. Alors, docteur Wenceslas, moi aussi, nous allons continuer par évoquer, disons, ces sujets, puisque nous sommes toujours en train de faire l'état des lieux de la profession que nous avons peut-être en partage. Je rappelle à ceux qui nous suivent que docteur Wenceslas, moi aussi, lui-même fut journaliste professionnel et puis a exercé en tant que tel avant de migrer finalement dans la recherche pour travailler donc sur la profession. Alors, je suis toujours en train de parler donc de ces états, de cet état des lieux. Alors, à part le statut du journaliste, aujourd'hui, qu'est-ce qui pose aussi le problème? Parce que les médias aussi, vous avez parlé de viabilité des médias. Et cela me renvoie peut-être au modèle économique peut-être des médias. Vous avez évoqué les contrats de non-agression aussi. Alors, est-ce que pour régler ces questions de contrats de non-agression, il ne faille pas travailler sur le modèle économique? Justement, c'est la loi aussi qui doit regarder cela, de prévoir un modèle économique qui rende l'entreprise de presse viable et peut-être une entreprise pérenne. Et de préciser peut-être que de façon naturelle, on va aller vers le grand groupe médiatique. Et on sait quand on est une entreprise de presse, on sait qu'on doit recruter des journalistes professionnels. On sait qu'on doit détenir des équipements qu'il faut, les basiques, le minimum d'équipement. On sait qu'on doit payer les salaires qu'il faut, etc. Et donc, si on revoit ce modèle économique qui ne doit plus se baser, parce que le modèle classique, on connaît dans l'entreprise de presse, hein, si c'est la presse écrite, c'est que vous vendez vos journaux. Et Dieu sait aujourd'hui, les journaux, les impressions sont limitées. Il y a à peu près 5 quotidiens sur la place qui font 5 sur 5. On a fait les études, on a les données sur ça, à peu près 5. Les autres font lundi, mercredi, vendredi. Ils ne font plus, en termes de quotidien, ils ne publient plus tous les jours. Et donc, il faut de vraies entreprises qui donnent aux lecteurs du lundi au vendredi à lire. Parce qu'il y a quand même certains dans le pays qui continuent de lire. Il y a un lectorat, mais si c'est un lectorat réduit, qui lisent. Je le dis pourquoi? Parce que nous avons constaté que ces quotidiens qui font 5 sur 5 sont dans des groupes de presse. Prenez le Matinal par exemple, c'est un groupe de presse. Ils ont une radio sur laquelle je suis actuellement. Vous prenez Matin Libre, c'est un groupe de presse également. Vous prenez Fraternité, c'est un groupe de presse, etc. Et donc, si ceux-là ont pu résister à faire la publication régulière de leur quotidien, ont des radios, ont des télés qui plus ou moins marchent, tout n'est pas rose, nulle part n'est rose, nous pensons qu'il faut aller vers ce modèle. Ce modèle, non seulement on va vendre les journaux papier, il y a des abonnements, mais aussi de la publicité, mais surtout une publicité qui est drainée par le contenu de vos productions, par le contenu de votre journal. Donc, que ce soit la presse écrite, voilà. Donc, que ce soit la radio, que ce soit la télé, ou même la presse internet. Là, vous remettez le curseur sur la qualité du contenu. Oui, ce n'est que... En fait, c'est le modèle que moi je promeus, c'est le modèle que je défends. C'est-à-dire que si nous faisons des productions de qualité qui ressemblent à nos communautés, qui reflètent ce que nos populations vivent, nos populations vont être des contributeurs ou des contributrices c'est un peu comme s'ils ont des parts, et vont acheter nos productions, ils vont lire nos journaux, ils vont écouter nos radios, ils vont regarder nos télés, et nous pouvons à ce moment-là
aller vers les annonceurs pour montrer les chiffres, avec les métriques que nous avons pour dire, ah mais les gens nous suivent, les gens nous captent, et à partir de ça, vous pouvez placer vos publicités. Mais là, Ce maintenant, modèle- nous n'avons pas d'études, de mesures d'audience aussi. On a des études, c'est ce que vous dites, on a des études. Il y a deux manières de faire les études. Laquelle alors? Il y a la manière de faire le sondage que je vous ai donné tout à l'heure, où vous ferez vos sondages. Le dernier que moi j'ai en date de 2 ans, et nous avons refait nos études, si vous voulez, à l'Observatoire des centres d'information. Nous avons vu les mêmes choses, à quelques exceptions près. Aujourd'hui au Bénin, les 4 quotidiens, je ne vais pas peut-être citer le 5e, je vais vous les citer, qui tirent 5 sur 5. Vous avez La Nation, qui est publique, vous avez le Matinal, vous avez Fraternité, vous avez Matin Libre, et vous avez peut-être L'Économiste. Il y a une étude de 2 ans qui a révélé. Ça, c'est le sondage. Mais ça, c'est pour la presse écrite. Et on peut faire aussi aujourd'hui, avec la TNT qui est arrivée, on peut le faire à travers les décodeurs, de façon systématique, de savoir quelles sont les émissions les plus suivies, de savoir qui capte telle émission, de savoir telle zone, telle émission a été plus suivie que telle autre, et à partir de ça, vouloir détenir de ce que les gens appelaient la régie qui n'est pas en place, et c'est la régie qui va maintenant distribuer les publicités aux médias. Je pense qu'on est en train d'aller progressivement vers là. Mais là encore, il faut, encore qu'il faille là, aller vers l'adoption d'un code sur la publicité. Oui, si le code est adopté pour permettre à la régie d'exister, mais en attendant, la RAC a tous les pouvoirs de mettre en place, de prendre une décision, et s'il a des résultats fiables, des métriques, de dire que la publicité va être répartie de telle manière. C'est vrai que la loi sur la publicité va régler cela. Mais je sais aussi que, vous ne me contredirez pas, monsieur Wenceslas aussi, vous savez que depuis longtemps, la répartition qui est faite des parts de publicité, en l'absence justement de la médiamétrie, du code sur la publicité également, c'est une répartition qui est inégalée. Et conséquence, certains médias s'arrogent la plus grosse part, au détriment peut-être d'autres, sur un marché publicitaire encore étriqué. Oui, et là, je pense que vous abordez le marché publicitaire public. Vous abordez le marché publicitaire public. Sinon, en réalité, il y a des entreprises privées qui placent des publicités. Et ils placent des publicités, ils ne placent pas des publicités parce qu'elles ont envie de placer les publicités. Et elles placent les publicités à partir d'études. C'est pourquoi vous dites qu'il y a des études qui existent. À partir d'études bien réalisées, et c'est en ce moment qu'ils disent, bon, je veux cette émission-là, parce que telle émission elle est suivie, ma tranche, ceux qui concernent, qui doivent consommer mes produits, c'est des enfants, ou bien c'est des femmes, et on place les publicités. Est-il déjà arrivé que des entreprises privées aient sollicité, disons, ces études que vous réalisez avant de placer leur publicité? Oui, je vous dis tous les jours, les études sont faites. Et vous avez l'assurance qu'elles consultent ces entreprises-là, ces études, avant de placer leur publicité. Et non, ce n'est pas forcément les copinages, les connaissances qu'on met en valeur. Privé d'entreprise, c'est d'abord quoi? C'est de donner un bien service à la population, aux communautés, et d'avoir un retour du cash flow, de faire du chiffre d'affaires, puis dégager après les bénéfices et les intérêts, tout ça. Et donc, une entreprise ne peut pas prendre son argent et vouloir faire de la publicité et faire du copinage ou bien trouver les beaux yeux d'un média. Non. Ce média-là, quelle est l'audience, quelles sont les métriques derrière ce média? Ça nous offre quoi? Combien de gens vous suivent? Combien de gens vous regardent? Combien de gens vous écoutent? Combien de gens vous lisent? Et ça, toutes les entreprises sérieuses au Bénin, on a quelques-unes quand même, font les études pour confier la publicité à ces médias-là. Alors, nous allons cette fois-ci parler toujours de la vie des médias, mais en rapport cette fois-ci avec, disons, on va dire, les contenus qui doivent être proposés. Parce que le procès qui est fait, je l'annonçais dans l'introduction, dans l'opinion publique et dans le monde universitaire aussi, et il est apparu que les médias sont devenus des cibles pour, disons, les critiques, les charges de diverses natures, parce qu'on se rend compte que dans les contenus, peut-être, attention, on écrit très mal, la qualité des contenus qu'on propose dans l'audiovisuel, c'est problématique, et malgré les nombreuses séances de renforcement de capacité, peut-être que vous offrez, en appui avec d'autres structures, ça ne va pas. On a envie de comprendre ce qui se passe. Bon, moi j'ai un point de vue différent des sujets. C'est vrai que je travaille beaucoup avec certains cybermédias actuellement, où j'observe, parfois malheureusement, que sur des publications qui sont postées,
qui font le tour des réseaux sociaux numériques. Il y a des fautes, il y a peut-être de l'inexactitude, parce que le terreau sur lequel aussi les médias, les cybermédias auront de problèmes, c'est la question de la désinformation. Et donc, de ce point de vue, moi, je travaille beaucoup avec eux sur ce sujet-là. Mais, ce qu'il faut voir, c'est que on ne peut plus, comme je le disais au départ, dire que les journalistes ne sont pas formés, dire qu'ils font des contenus, etc., qui sont de moindre qualité. Mais ce qu'il faut, c'est de leur faire comprendre qu'ils ont intérêt, aujourd'hui, au besoin de faire même des sondages, au regard de leur ligne éditoriale, de demander aux communautés qu'est-ce que vous avez envie qu'on vous diffuse. Ça, tout comme cela se fait aujourd'hui sur les médias, c'est ce qu'il faut faire. Et à heure fixe, à date fixe, tous les lundis, je crois que la Radio Nationale le fait, tous les lundis, ils font sujet politique. Tous les mardis, je sais plus, mais mercredi, je crois qu'ils ont un invité. L'autre jour, c'est environnement, etc. Vendredi, c'est culture. Et là, vous captez l'auditeur. Nous avons aussi le même modèle ici. Hein. Oui. Nous avons des jours avec des rubriques. Exactement. Et donc, vous captez Mhm. vos auditeurs sur ça. Et vos auditeurs, quand ils vont être des contributeurs de votre chaîne, puisqu'on a aussi les émissions interactives depuis quand même 2 décennies, et l'avènement des médias sociaux aussi, c'est exactement la même chose. L'auditeur va contribuer à votre émission, ça va donner de la plus-value, ça va donner de la qualité à votre émission. À faire ces affirmations dont vous parlez, il y a ci, il y a ça, je pense que on ne doit plus tellement zoomer sur ça. Vous pensez qu'on peut minorer ces critiques-là aujourd'hui? Oui, on va plus tellement zoomer sur ça. Il faut zoomer sur ce qui va permettre aux médias de vraiment produire de la qualité pour la communauté, de développer de l'audience, et cette audience pourra être monétisée. Moi, je pense qu'il faut se concentrer sur ça. Moi, je ne m'attarde pas trop sur ça, mais je me dis quand même, sur les plus crédibles que je rencontre qui font certaines de ces erreurs, des fautes de grammaire, de syntaxe, etc., j'appelle leur attention dessus parce que ils ont travaillé, ils sont sortis du lot, ils sont arrivés à un niveau. Donc, quand on sort du lot, on n'a plus droit à certaines erreurs. Là, je suis d'accord. Mais à part ça, je pense que globalement, il ne faut pas trop en vouloir. Parce qu'il y en a qui sont nés à peine, qui font leur chemin et qui peuvent faire des erreurs. C'est persévérer dans l'erreur qui est une mauvaise chose. On peut tolérer des erreurs, c'est ça? Je dis persévérer qui est une mauvaise chose. C'est persévérer qui est une mauvaise chose. Alors, docteur Wenceslaus Asma aussi, ça fait un moment qu'on appelle les médias à aller vers des regroupements. Vous avez parlé donc des groupes de presse. Mais ça ne prend pas. Chacun maintient la main sur son entreprise malgré les difficultés de tous les jours. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez réellement que ça peut se décanter un jour? C'est vrai. Je l'ai dit sur notre émission, nous avons un problème au Bénin que j'ai appelé, c'est le propre de l'Homo Beninus, qui fondamentalement, beaucoup d'études l'ont démontré, hein, ne peuvent pas s'associer aux autres pour faire une entreprise, quelle qu'elle soit. Donc, c'est un problème. Mais on peut, comme je l'ai dit aussi récemment, quand on a vu la réforme du système partisan, et aujourd'hui on est avec 3 partis politiques les plus majeurs à l'Assemblée nationale, on peut aller vers une réforme, certainement par la loi, qui va en imposer aux organes de presse, avant d'être un organe de presse, si vous ne pouvez pas, de vous associer à un groupe de presse, et les répartitions, les rôles, le type de société va être défini, pour que même en ayant votre organe, si vous ne pouvez pas prospérer seul, si vous avez peut-être une radio ou un journal, vous rentrez dans un groupe de presse et vous fusionnez avec le groupe, vous gardez peut-être votre apport et vous contribuez au groupe pour que le groupe émerge. Ça, on peut aller vers cette piste. C'est en train d'être fait en politique. Pourquoi pas sur le plan des médias? Et comme je vous l'ai dit au départ, on a vu, là où ça a marché, ça continue de marcher aujourd'hui, c'est des groupes de presse. Même s'ils ont leurs difficultés aussi. Souvent, on pourra vous opposer la sensibilité des médias, du secteur des médias, l'information, la démocratie, pour dire, écoutez, pourquoi voulez-vous, ils ont défini une force de contrainte dans ce secteur, par exemple, pour obliger les gens à se mettre ensemble? Non, nous avons fait le point tout à l'heure. Si vous voulez, l'état des lieux, on a vu que ces entreprises ne sont pas forcément viables.
Pourquoi nous ne nous mettons pas ensemble? Moi, j'apporte ma presse écrite. Vous apportez votre radio. Moi, j'apporte ma télé, j'ai les équipements. Et nous nous mettons ensemble pour former un grand groupe. Pour que, au lieu sur un reportage, nous avons peut-être un seul journal, un seul journaliste, avec toute une équipe qui fait le travail, qu'on peut diffuser dans la presse écrite le lendemain, qu'on peut monter sur notre site web le jour même, qu'on peut diffuser à la radio le jour même, qu'on peut montrer à la télé aussi le jour même. Pourquoi pas? Et en le faisant, c'est que nous mutualisons les efforts et nous avons des informations crédibles aux communautés et nous avons derrière de l'audience que nous pouvons monétiser. Pourquoi ne pas aller dans ce sens? Si nous faisons ça et que nous avons un bon chiffre d'affaires, on peut se partager les bénéfices après. Mais vous croyez qu'ils ne le savent pas, les promoteurs des médias? Et c'est ce que je vous ai dit, que c'est le problème propre du Béninois qui, dans son fond, plusieurs études l'ont démontré, n'est pas toujours capable de se mettre avec l'autre pour prospérer en entreprise. Regardez les de confiance. Oui, fondamentalement. Regardez les entreprises qui ont prospéré au Bénin. C'est des entreprises soit de famille ou soit des personnes individuelles, des individus qui ont prospéré. Globalement. Mais je pense qu'on peut s'arrêter un jour et changer de paradigme. Puisque si chacun fait, les gens ont leurs entreprises de presse dans le sac ou dans leur véhicule ou, c'est pas, dans leur salon, on ne peut pas continuer à faire ça. Si nous voulons une presse responsable, une presse crédible, non. On serait heureux de dire, on vient sur un bâtiment d'un organe de presse, le bâtiment est imposant, on a toutes les structures à l'intérieur, on a des compartiments. Une vraie administration. Une vraie administration, une vraie maison, enfin, en tant qu'entreprise. Et là, je pense que c'est possible. Ce qu'il faut, je pense que les acteurs, ils sont conscients. Il faut qu'on se regarde, on dise vers où on peut aller pour le bien de la corporation. À l'ALU, là, je ne pense pas. Quand vous les écoutez, c'était pour survivre. Aujourd'hui, ils sont obligés de passer à 3 parutions. Mais en le faisant, mais indirectement, c'est priver le citoyen de l'information. Puisqu'au moment où vous recevez l'autorisation de la RAC, vous avez dit que vous allez faire quotidien. Et c'est vrai qu'on peut tolérer ceux qui font jusqu'à 3 parutions. Mais il y a des quotidiens aujourd'hui qui sont devenus des hebdomadaires. Qui sortent une seule fois par semaine. C'est une sorte de tricherie. La RAC devait... Justement, c'est une sorte de tricherie. Devrait prendre ses responsabilités. Oui, mais si vous êtes dans votre groupe et que vous avez apporté chacun peut-être votre part d'action et que les règles sont bien établies, que c'est bien fait, je pense que vous pouvez continuer à sortir minimum 3 fois par semaine. Mais ne pas sortir, c'est un affront au lectorat. Mais est-ce que l'avènement du numérique aussi n'handicape pas quelque peu ceux qui refusent, les médias classiques notamment, qui refusent peut-être de se mettre au pas en termes de contenu? Parce que on se rend peut-être compte que les journaux et d'autres médias, disons, la boîte d'information aujourd'hui qui livre la matière première, c'est les réseaux sociaux et les réseaux numériques. Non. Non, on peut faire de la veille avec les médias sociaux, on peut avoir certainement certaines informations, mais en réalité, la vraie information, l'information exacte, vérifiée, l'information qu'on peut diffuser aux communautés, c'est encore les journalistes qui donnent cette information-là. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, les médias sociaux ou Internet et le web sont confrontés à la question de la désinformation. C'est pour ça qu'il faut préférer que ce soit des journalistes formés, dans des écoles bien entendu, qui donnent de l'information, qui soit relayée sur les canaux digitaux. Ça, c'est important. Sinon, n'importe qui, parce que depuis l'avènement du Web 2.0, depuis près de 25 ans, on donne la chance aux communautés de produire de l'information. C'est le UGC, le User Generated Content. C'est-à-dire n'importe qui produit du contenu, mettre sur une page Facebook, mettre sur un blog, etc. Mais si on le fait et qu'on dit que c'est elle qui a fait, ben, la source, elle est où? La source n'est pas crédible. Alors qu'un journaliste, avant de publier une information, il doit faire le recoupement des sources. Au pire des cas, la triangulation des sources, etc., etc., avant de publier une information. Et alors, cette information est une information qu'on peut prendre au sérieux. Donc, on ne peut pas, parce qu'il y a les médias sociaux, dire qu'ils vont publier les informations. Parce que, moi j'ai fait un papier sur la typologie des acteurs de la participation en ligne, où j'ai distingué
très clairement le cyberjournaliste, de web activiste, d'un community manager, d'un relayeur qu'on a sous nos yeux, qu'on les appelle clébés, et tutti quanti, et des blogueurs, etc. Donc, dans le cyberespace, notamment le cyberespace béninois, nous avons des acteurs, et il faut privilégier les cyberjournalistes ou les webjournalistes, qui pour moi ont fait des écoles de formation et qui ont décidé d'utiliser le support, le canal digital pour diffuser l'information. C'est différent d'un web activiste, c'est différent même d'un blogueur, c'est différent d'un relayeur, c'est différent d'un community manager. Ils sont dans le journalisme citoyen? Oui, mais voilà un autre foutu. Le journaliste citoyen, oui. Mais moi, je préfère ce journaliste citoyen-là, je préfère un vrai journaliste. Alors ça, c'est encore un terme qui est en vogue, et puis tout le monde se revendique c'est en vogue, avec des smartphones, voilà, journaliste citoyen. Il faut faire attention avec ça. Moi, je préfère des web journalistes qui ont reçu la formation de journalistes, qui exercent sur le cyberespace, parce qu'ils ont préféré prendre le canal digital pour exercer. Parce que là encore, vous avez ceux qui se spécialisent dans les webzines, ils font donc une sorte de la presse en ligne, de la presse papier en ligne. Ceux qui sont spécialisés dans les web radios, donc ils font de la radio, mais sur le web. Et ceux qui sont spécialisés dans le web TV, donc ils font de la télévision, mais sur le web. Donc aujourd'hui, les cyberjournaux aujourd'hui aussi ont leur spécificité. Et tout ce qui se faisait dans la presse classique aussi, se fait aussi en ligne. Encore que nous sommes à l'ère des convergences de contenu. Et c'est bien pour ça que je prônais tout à l'heure la question des groupes. Si on est à l'ère des convergences de contenu et que le support qui est diffusé sur la radio peut aller à la télé le lendemain, on peut l'avoir dans la presse écrite, et on peut mettre ça sur le site le même jour. Pourquoi ne pas aller vers là? Mais fondamentalement, je pense qu'il faut clarifier le paysage en faisant le statut, comme on l'a dit, parce que dans le statut, même si c'est des cyberjournalistes, même si c'est des web journalistes, ils sont clairement formés dans des écoles. Et aujourd'hui, même dans les écoles sont à ça. Les écoles forment le journaliste multimédia, le journaliste qui est capable de tout faire. Et donc, quand il sort de l'école, les JRI, hein, pratiquement, si vous voulez, mais ceux-là, c'est toujours plus important de les avoir que des gens qui n'ont fait aucune école, qui sont sur Internet et qui ont une information qui balance. Voilà. Au mépris des règles de responsabilité sociale. Ils ne sont pas des journalistes. Donc on ne peut pas continuer. Et c'est pour ça que le journaliste a toujours son rôle dans la société pour faire la démarcation entre ceux qui sont peut-être des relais simples et autres et ceux qui sont des journalistes qui publient des informations vraies, vérifiées, etc. Alors, docteur Wenceslas Maoussi, nous allons repartir à la régie pour écouter cette fois-ci le chef de l'État, Patrice Talon, qui, devant les présidents des institutions républicaines le 12 janvier 2023, à l'occasion de la cérémonie traditionnelle de présentation de vœux entre les institutions de la République, était donc revenu sur un pan dans son discours sur ce qu'il pensait en termes de diagnostic sur la presse et assignait bien entendu une mission à l'ARC. Mesdames et messieurs, renforcer les acquis démocratiques est aussi tributaire de la contribution d'une presse professionnelle et responsable. À cet effet, je voudrais assigner une mission particulière à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, celle d'engager des consultations sérieuses avec les acteurs de la presse nationale afin de proposer au gouvernement assez vite les axes d'une réforme ambitieuse et pertinente du secteur. Personne n'ignore en réalité que le secteur des médias au Bénin mérite une thérapie d'envergure pour favoriser l'avènement de véritables entreprises de presse dans lesquelles les professionnels bénéficient de conditions de vie décentes pour cesser d'être exposés aux vices, à la précarité et à l'incertitude du lendemain. Wenceslas Maoussi, voilà donc un diagnostic que le chef de l'État pose. Est-ce que vous partagez le diagnostic? Bon, d'abord, je pense que je vais faire un petit bémol. C'est que je n'étais pas tellement d'avis quand le chef de l'État, après avoir supprimé le ministère de la Communication, avait voulu confier à la HAC la mission de sorte de mission de politique publique des médias. Parce qu'en fait, la politique publique des médias, il y a toujours un département au sein d'un gouvernement
qui porte la politique publique, et vous avez l'Assemblée nationale qui fait les lois, et vous avez le régulateur, qui est la RAC, qui essaie de réguler le secteur. Donc pour moi, à l'époque, confier à l'organe régulateur, qu'est la RAC, la gestion de la politique publique de secteurs comme les médias, c'était un peu comme être jugé parti. Il fallait laisser un département, une cellule ou un service au niveau, ce soit de la présidence ou dans un ministère, le ministère peut-être du numérique et de la digitalisation, qui va s'occuper du secteur des médias, quitte à la RAC d'être le régulateur et de regarder qui a fait bien, qui n'a pas fait bien dans le secteur. Ça, c'était mon point de vue, puisque le président avait dit qu'il regardait les grands pays, et j'ai regardé les grands pays, le Canada, le Japon, la Grande-Bretagne, etc. Quand j'ai regardé ces pays, il y a toujours un département, une cellule qui s'occupe de ça, en dehors donc de l'organe de régulation. Mais, soit le président a décidé de confier une mission à la RAC, je reviendrai dessus, mais en vous disant en même temps que dans le PAG 2021-2026, il est déjà prévu 20 milliards. Et donc, en réalité, ce que j'ai compris de la mission du président de la République, c'est de dire à la RAC, vous êtes l'organe de régulation, vous êtes assez crédible, vous connaissez le secteur des médias, je vous enjoins de faire une consultation sérieuse, assez large, pour écouter les acteurs, pour recueillir leurs propositions, sur ce que moi j'ai prévu déjà, j'ai déjà prévu 20 milliards pour ça. Donc quand vous allez faire les réflexions d'envergure, etc., moi j'ai déjà prévu 20 milliards à peu près pour ça, sur, bon, il reste 3 ans maintenant. Donc, sur le quinquennat. Sur le quinquennat. Donc moi c'est ce que je pense. Et la RAC, je crois que très tôt, ils ont mis en place déjà en leur sein une commission. Je ne sais pas s'ils ont entamé les démarches d'envergure pour écouter chaque acteur, acteur majeur, je considère, sur la question, les questions à régler, les questions, le plan de la formation. S'il faut doter les écoles de formation, de studios, etc., de leur donner un peu de moyens, sur la question, au niveau des lois qu'il faut revoir, sur la question des statuts des journalistes, sur la question des modèles économiques, etc. Je crois qu'il revient à la RAC de faire ce travail-là en associant et les professionnels, et les consommateurs, et les experts, etc., les universités, etc., pour ce travail-là. Donc je pense que le chef de l'État a certainement voulu faire ça en confiant, même si je crois qu'il doit savoir pertinemment que ce n'est pas forcément le rôle du régulateur, mais pour le moment, il pense en son fond intérieur que la RAC peut lui faire ce travail. Alors, vous pensez que dans ces conditions, la RAC est confinée dans un rôle peut-être de cabinet, de consultation? Oui, c'est ce que le président a voulu faire là maintenant. Mais après, la RAC va continuer son rôle de régulateur. Je pense que le président peut-être va rectifier, s'il faisait un remaniement technique, il va rectifier en confiant le secteur des médias. Vous le souhaitez vivement? Oui, en confiant le secteur des médias à un département de façon précise pour gérer les médias. C'est important. C'est important, je pense très sincèrement. Parce que le président avait dit, moi je l'ai écouté, il a appelé une chaîne, il dit qu'il regarde les grands pays. Il a même cité le Japon, la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni ou d'autres pays, je crois, le Canada. Moi j'ai regardé ces 3 pays. Dans ces 3 pays, très clairement, ces 3 pays-là ont des départements. Soit ça peut être à la présidence, ça peut être dans un ministère qui s'occupe de la politique publique. Est-ce que ce qui gênait peut-être dans le contexte béninois, ce n'était pas peut-être l'enseigne ou l'appellation ministère en charge de la communication? On peut dire ministère des médias. Qui gênait? On peut dire ministère des médias. Pourquoi pas? On peut ne pas dire communication. Parce que si on dit communication, le président l'avait assimilé à la propagande gouvernementale. On peut toujours laisser le côté communication et dire ministère des médias. Est-ce que aussi ce n'est pas peut-être le résultat d'un passif? Tous ceux qui ont pris par ce ministère peut-être n'ont pas mis en valeur, disons, ce ministère, le département, ce qu'on pouvait faire sur la vie des médias. On se rappelle, il y a eu, par moment aussi dans ce même pays, quelques problèmes pour les co-signatures simplement des cartes de presse. Bon, je ne ferai pas le procès de ceux qui ont pris par ce département, mais je considère que nous sommes dans une marche. Et à chaque fois, en termes de réforme, c'est des options qui sont faites. Et le gouvernement a choisi une option à un moment donné de supprimer le ministère. C'est un choix.
et de confier au ministère du numérique et de la digitalisation certaines des attributions du ministère de la communication et des postes, et on sait que la poste est allée au ministère des Finances, c'est un choix. Quand on sait que, je l'ai expliqué aussi par ailleurs, quand on prend la question du numérique et de la digitalisation, c'est un sous-secteur du grand domaine de l'information et de la communication. Donc confier, pour moi par exemple, la question des médias au ministère du numérique et de la digitalisation, ce n'était pas un problème. Mais est-ce qu'à l'arrivée, est-ce que ça a donné quelque chose? Parce qu'il y a plusieurs questions qu'il faut voir quand on parle des politiques publiques des médias. Bon, heureusement, on a lancé il y a à peu près quelques jours la question de la TNT. Au moins, ça a été un aboutissement. Il y a aussi la question de l'archivage des données de la presse. Il y a pas mal de questions qui sont liées à la question des médias. Et donc, je pense qu'au regard de tout ça, il faut un département ou quelque chose qui s'en occupe. Et quand on sait qu'on a confié au ministère du numérique et de la digitalisation tout ce qui est transformation digitale au pays, les e-services, tout ce qu'on fait là, c'est très cadré. On peut décider de laisser le ministère du numérique s'occuper de ça et de créer un ministère des médias qui va s'occuper non seulement des médias publics, mais de tout le secteur privé et des questions de la réforme, par exemple, des médias, etc. C'est possible. Et puis que nous parlons de ce transfert donc, de compétences, disons, du ministère, de l'ancien ministère de la Communication, maintenant à l'autorité de régulation, en termes de bilan, depuis 2021, où la HAC a hérité de ses missions, est-ce que vous avez senti que quelque chose a bougé? Non, pour être honnête, quand vous prenez le décret, portant AOF du ministère du numérique et de la digitalisation, ça doit dater de quelques temps après, l'AOF là a repris les attributions côté médias de l'ancien ministère de la communication. C'est là que maintenant, en réalité, que le chef de l'État, sur cette mission précise des réformes des médias, a voulu missionner la HAC pour faire les consultations d'envergure. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc, en réalité, le ministère du numérique et de la digitalisation continuait à gérer le volet média et un peu en partie en lien avec la direction de la communication à la présidente de la République. Donc, c'est les deux qui géraient plus ou moins les questions liées aux médias. Mais, de façon précise, sur ce que le chef a dit, c'est que la HAC va faire, pour moi, je ne peux pas comprendre autrement, des consultations d'envergure. Il n'avait certainement pas voulu confier ça au ministère, mais comme la HAC est une institution républicaine, il a voulu confier à la HAC de faire les consultations qu'il faut et de faire un rapport certainement. Et maintenant, ce rapport, pour toutes les réformes qui ont eu lieu, comme on l'a vu dans le pays, ce rapport maintenant va être adopté en Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres va maintenant, au regard de ce qui avait été prévu sur le quinquennat, va opérer maintenant les réformes dans le secteur des médias. Les législatives, voilà. S'il faut un projet de loi, ça va être fait pour aller à l'Assemblée, pour que l'Assemblée maintenant vote une loi ou corrige une loi, fasse peut-être une relecture d'une loi qui existait déjà. Et vous allez voir qu'en réalité, le propos du chef de l'État était vraiment à propos, en termes du contexte. Nous étions au lendemain des élections législatives. L'Assemblée venait d'être installée. Et organiser une élection législative dans un pays, c'est montrer de la vitalité de ce pays. Vous avez vu que les rapports qu'ils ont fait après, le Bénin a monté d'un cran, a eu des points, je veux dire, en termes de pays démocratique. Et donc, les médias étant le quartier pouvoir, vous l'avez dit à l'entente de cette émission, si ces médias sont réformés, ça montre toute la marche que nous sommes en train de faire une vraie démocratie. Et donc, je pense que c'est dans ce contexte-ci, le contexte s'y prête, que la HAC fasse très rapidement en fait les propositions du chef de l'État, que le gouvernement l'adopte en Conseil des ministres, et s'il y a des lois à revoir, le gouvernement peut les introduire en termes de projet de loi, pour que l'Assemblée qui est là puisse les examiner et les voter, ou fasse les relectures qu'il faut, pour qu'on ait la réforme. Moi, j'ai même donné un calendrier à titre d'esquisse. Normalement, le 3 mai qui va arriver là, tous les médias devaient être en joie. Parce que c'est la journée mondiale de la liberté de presse. C'est-à-dire quoi? À ce jour, c'est que la HAC a déjà peut-être fini la consultation. Le mois de mars va être mis à contribution
pour faire le rapport, déposer au gouvernement, qui va l'évaluer. Et le mois d'avril va être peut-être pour les derniers ajustements. Et on sait, le mois de mai, c'est-à-dire le mois d'avril, les lois sont peut-être déjà revues, etc. Et le 3 mai, les professionnels des médias seront en joie. En disant voilà, nous entrons dans une nouvelle réforme qui va arranger les médias. Et nous sommes au début. Et le 3 mai qui sera célébré sera non seulement sur la liberté des médias dans notre pays, mais sur une nouvelle ère des réformes des médias au Bénin. Est-ce que vous pensez que... Peut-être que mon calendrier ne sera pas le calendrier du gouvernement. C'est une prédiction peut-être. Oui, moi j'ai fait une esquisse, j'ai fait une préfiguration de quelque chose. Donc, mais si on travaille d'arrache-pied, c'est possible. C'est possible de tenir l'agenda. Pourquoi? Quels sont les diagnostics? C'est la thérapeutique sur laquelle on doit discuter avec les acteurs. Tous les acteurs, les associations professionnelles, les professionnels des médias, les consommateurs, les universitaires, le régulateur, le gouvernement, tout le monde connaît, c'est ce que le chef de l'État a dit dans son adresse. Tout le monde sait aujourd'hui les problèmes de la presse. Quand on va revisiter donc, le diagnostic, il suffit maintenant de trouver une thérapeutique appropriée. Et c'est ça qu'il faut, qu'elle nécessite la consultation d'envergure. Et concernant d'envergure, moi je pense qu'en 60 jours, on a bouclé. Si je considère que le président de l'État a dit ça le 12 février, c'est sûr que la commission a été déjà mise en place, que les consultations, peut-être les consultations, la RAC a déjà commencé à consulter. Au 12 mars, on a fini. Au 31 mars, on peut déposer un rapport qui va être adopté par le gouvernement. C'est ce que moi je pense. Je pense que le propos du chef de l'État était vraiment à propos. Il revient maintenant à l'institution missionnée de faire les diligences. Mais est-ce que vous croyez que pour ceux qui n'ont pas intérêt à ce que la réforme aboutisse, est-ce que vous croyez que cette fête dont vous parlez, ces personnes-là, vraiment ont le cœur, vous m'excusez, ont le cœur assez ouvert pour dire, allez, mettons un coup d'accélérateur dans la conduite donc de cette réforme? Attendez. Qui a intérêt à aujourd'hui, c'est les professionnels, c'est qui? Tout le monde a intérêt aujourd'hui à ce que les professionnels des médias se portent mieux. Vous avez observé, pas encore, il n'y a pas si longtemps, les guéguerres au sein de la corporation, puisque nous parlons de nous-mêmes, osons le dire. Les guéguerres au sein de la corporation, les difficultés aussi à harmoniser les points de vue sur le contenu de cette réforme. Moi, j'ai écouté les acteurs. Il y a deux postures. Certains disent, faisons la réforme sans les associations fêtières. D'autres disent, faisons la réforme avec les associations fêtières. Et je crois que récemment, les associations fêtières, pour les plus représentatives, ont demandé aux professionnels des médias d'apporter leur contribution parce qu'elles estiment être les porte-voix des professionnels des médias pour certainement discuter avec la RAC. Et ils ont fait un communiqué pour ça. Pour moi, association fêtière ou pas, il faudrait plus que nous ayons les mêmes ritournelles. Parce que nous avons fait les états généraux de 2002, ça a 21 ans. Bientôt en novembre, on a fait les 20 ans. Nous avons fait les états généraux de 2014. On a fait la table ronde de 2021, etc. On a fait pas mal de choses. Les associations fêtières ont revu les tests également. Donc, on a fait tellement d'assises. Et on a des inputs. Mais si c'est la même chose, ça ne peut pas donner les mêmes résultats. Ça va donner les mêmes résultats. Donc il faut élargir ces réflexions-là à d'autres réflexions. C'est ce que je pense. Les élargir aux consommateurs. Les élargir aux consommateurs de la presse, déjà qui écoutent. Les élargir aux universitaires, aux experts, à d'autres personnes qui ne sont pas forcément des obédiences ou des écoles de ceux qui ont réfléchi pour qu'il y ait de la contradiction, pour qu'on voit le bout du tunnel cette fois-ci. Moi, c'est ce que je pense. Mais sur la, justement, puisque vous abordez la question, sur la forme que doit prendre, ou bien, voilà, cette consultation large, puisque l'UPMB notamment a fait circuler le communiqué en appelant aux professionnels des médias de faire leurs propositions, de venir les déposer. Est-ce que sur la forme, il n'y a pas matière à redire? Est-ce que, au fond,
on ne pouvait pas aller vers peut-être des assises, c'est plus vivant, on a une session de 2 ou 3 jours, on discute et on s'entend sur l'essentiel. Est-ce que là, sur la forme, il n'y a pas à redire? Bon, non, mais je ne pense pas, parce que l'UPMB, etc., le CNPA ont des membres qui sont affiliés à leurs organisations, et dont les membres vont déposer, s'ils se considèrent être membres de ces fêtières, vont déposer leurs réflexions. Et ces fêtières iront devant la RAC, dire voilà ce que nous, on a comme réflexion. D'autres aussi ne se réclament pas des fêtières, auront aussi des réflexions. Et vont transmettre ces réflexions à qui? Aussi à la RAC, puisqu'il y a des groupes de professionnels qui travaillent. Moi, j'en connais 1 ou 2 qui travaillent tous les jours. Et eux, mais il y a un groupe qui propose même qu'on aille à l'ordre des journalistes. Parce que dans d'autres pays, ailleurs, on a l'ordre des journalistes. Et parce qu'on voit bien aussi dans d'autres pays que les professions qui ont des ordres sont des professions bien réglementées. Les avocats, les avocats, les huissiers, les architectes, les géomètres, les experts comptables, tout ce beau monde-là, ils ont des ordres. Mais vous pensez que c'est vrai que c'est difficile d'aller à un ordre. Mais l'ordre n'a pas vocation à se confondre aussi à l'ODEM, par exemple, qui est aussi un tribunal des pairs. L'ODEM, c'est un observatoire. C'est un tribunal des pairs. Voilà, qui a aussi c'est-à-dire au niveau de l'ordre, au niveau de chaque ordre, il y a ce qu'on appelle le conseil de l'ordre. Il y a une entité, un observatoire qui sert de contrôle pour voir les dérives. Il y a pour voir les dérives que les professionnels auraient commises. Donc, dans chaque ordre, il y a ça. Donc, peut-être qu'ici, à l'ordre, l'ODEM va peut-être disparaître effectivement dans son rôle de tribunal des pairs. Mais c'est des réflexions. Moi, je pense qu'il faut, quand le chef de l'État a dit consultation d'envergure, moi, je pense qu'il faut écouter tout le monde. Toutes les voix possibles qui ont des choses à proposer. Je peux vous dire, ces groupes-là ont des réflexions. Ils ont mené pas mal ils ont des documents. Ils réfléchissent, ils saisissent des autorités, ils font cet nombre d'actions. Donc, je pense que la RAC a intérêt à les écouter aussi. Tout comme la RAC a intérêt, la RAC va certainement s'adresser, si ce n'est pas déjà fait, aux fêtiers qui existent. Alors, moi c'est mon point de vue. Ça peut pas de point de vue. Vous avez été déjà consulté, Wenceslas aussi? Bon, à titre personnel, pas vraiment. À titre personnel, non. Mais je peux dire que tout ce que je mets dans la balance, dans mes émissions, dans mes sollicitations sur les médias, dans mes publications sur Internet, etc., et dans mes réflexions. Ça influence toutes ces réflexions-là sont aussi mises à contribution. En ce moment, puisque mes réflexions sont open, c'est ouvert, je n'ai pas mis un droit d'auteur dessus, donc ces réflexions peuvent être aussi recueillies et voilà. C'est vrai, vous dites qu'il n'y a pas d'enclosure autour de vos réflexions, c'est assez ouvert et tout ça, mais est-ce que vous ne craignez pas que, je reviens surtout encore sur la procédure et la forme de cette consultation, parce que si il y a peut-être des critiques ou des appréhensions sur la forme, le rapport général qui sera transmis après au gouvernement pour adoption, les réformes qui vont suivre, vont peut-être souffrir de consensus. Parce que là, on se demande finalement, mais comment finalement on va finir par aller à la rédaction de ce rapport si vous proposez des choses, d'autres personnes proposent des choses, on n'arrive pas à dégager ce qui fait le point d'accord. Non, en fait, vous savez, il faut voir même la méthodologie avec laquelle les réformes se sont opérées. Dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la santé, dans le secteur, dans tous les secteurs presque, même dans l'enseignement supérieur, etc. Voilà. Il y a toujours une réflexion qui est faite. Après, on va à un atelier pour valider, et après, le gouvernement s'assoit un mercredi pour entériner. Donc, je pense que là, il n'y a pas de problème. Ce que moi, je propose, c'est qu'au moment où la RAC est missionnée pour écouter les gens, que la RAC écoute tout le monde. Pas forcément, il ne va pas dire, bon, écoutez, bon, à part les fêtiers, maintenant, il y a tel groupe, il y a tel groupuscule. Non, non, non. Les voix les plus prégnantes, la RAC les connaît. Et la RAC écoute, fait son rapport, qui va être peut-être discuté à un atelier où on va inviter d'autres personnes. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème? Est-ce que quand vous dites les voix les plus prégnantes et les voix non prégnantes, qu'est-ce qu'on en fait? Non,
Parce que quand vous parlez de voix prégnantes, ça veut dire qu'il y a des voix non prégnantes Regardez aussi. la méthodologie. Mais qui ont des opinions aussi. Regardez pour moi, la méthodologie a débuté depuis. On a missionné. La RAC prend en son temps une décision pour former une commission pour qui est former mise en place. la commission. La commission écoute les gens. Après, la commission peut décider. J'ai pas lu la note encore. Vous savez comment la commission travaille? Je ne sais pas. Voilà. La commission peut décider. Oui, c'est là le problème. La commission peut décider de faire un atelier. Et à l'atelier, on peut inviter d'autres personnes qu'on n'avait pas écoutées pour venir donner leur point de vue sur tout le travail qui a été fait. C'est aussi une méthodologie. Est-ce que vous comprenez que le sens de mes questions, ce n'est pas d'aller contre ce que la commission, la HAC fait, mais c'est qu'ensemble ici, nous puissions aider ceux qui travaillent à pouvoir élaguer de la procédure toutes les formes de vices nécessaires. Oui, justement, voilà. c'est jusqu'à présent, moi je ne sais pas comment la commission dont vous parlez travaille, et vous-même vous ne savez pas. Mais il y a plusieurs, comment on écoute les gens, plusieurs méthodologies. Il y a plusieurs méthodologies pour aboutir à un résultat. Ouais. Si je considère, par exemple, que j'écoute les associations fêtières et que je n'ai pas pu écouter d'autres qui sont des groupes organisés et qui ont des réflexions à me proposer, je peux les inviter à l'atelier de validation de mon document. S'ils viennent, ils vont apporter leurs réflexions. Et tout ça, ça complète ce que les réflexions des autres. Et c'est ce document maintenant que je transmets au président de la République, qui lui aussi maintenant va réunir ses ministres, réunir son gouvernement à un mercredi. Avant qu'il y ait un conseil des ministres, ça passe déjà par un comité interministériel le lundi ou le mardi. Le lundi. Ou le mardi. Et maintenant, ça vit sur la table du conseil des ministres mercredi. On va encore étudier. Donc, je pense qu'il y a plusieurs filtres. Il y a plusieurs. Et quand ça va être fait, peut-être encore que, comme on le voit dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, les voix additionnelles vont se lever pour dire qu'ils ne sont pas pour. Donc, on n'aura jamais, pour moi, l'unanimité. On aura quand même un minimum autour de ce qu'on veut faire comme réforme. Et le fait d'écouter les gens, de faire des constatations d'envergure, va permettre de faire ça. Pour moi, la constatation d'envergure peut être au moment où on fait la consultation, tout comme ça peut être au moment où on veut valider le document qu'on a écouté. On invite encore des gens qui viennent donner leur point de vue. Quand on a fini ça, on transmet au gouvernement qui... regardez toutes les réformes, c'est ce que le gouvernement a eu à faire, généralement. C'est toujours généralement adopté en conseil des ministres. Il y a un travail qui se fait en amont. Et je crois que c'est ce travail qui a été confié à la RAC. Alors, nous parlons des médias, nous parlons donc des réformes qui sont annoncées dans le secteur des médias. Je rappelle à ceux qui suivent cette émission que nous recevons pour le compte de ce numéro, Dr Wenceslas Maoussi. Il est bien entendu enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, expert médias et pratique info numérique. Précédemment, il a occupé le poste de directeur adjoint de l'École nationale des sciences techniques de l'information et de la communication, le RESTIC, bien entendu, qui forme des journalistes, 15 promotions depuis lors. Non, j'ai ajouté la promotion de 2009. Les 3 de promotion de l'ENA, plus, je crois là, maintenant, le RESTIC a sa 10e promotion qui va sortir. L'école a 12 ans au coup de ce mois. Voilà, donc 12 ans plus 3 ans, ça qui fait 15. 15, mais pour l'école elle-même, on est à l'entrée, on est à la 12e et à l'entrée. Mais à la sortie, on a à peu près la 10e. Oui. Voilà. On a 9 promotions sorties, si vous voulez. Alors. Donc, si on veut faire plus les 3, ça doit faire 12, hein, ça 12 ou 13. 12 ou 13 promotions. Voilà. Alors, des gens qui sont sortis, quoi. Voilà. Alors, je vous pose exprès la question, parce que cette fois-ci, nous allons parler de la vie des journalistes que vous formez et que vous mettez sur le marché du travail. Alors, nous avons écouté le chef de l'État qui, dans son diagnostic, a mis l'accent sur le fait que les journalistes vivent avec la peur de l'incertitude du lendemain. La précarité, pour reprendre son expression. Alors, en tant qu'enseignant, cette question va peut-être faire appel disons, à la responsabilité morale qui pèse sur vos épaules. Est-ce que vous vous sentez peut-être fier d'observer, disons, les jeunes que vous formez, que vous laissez sur le marché de travail, dans les conditions de travail décrites par le chef de l'État? Moi, j'ai mené une réflexion personnelle. Je me dis, personnel, et au niveau académique aussi, j'ai fait un travail que j'ai présenté au colloque de Lomé en octobre dernier,
sur les programmes de formation de l'école de journalisme public, qui est UNESTIC. À l'époque, l'école avait 11 ans. Et sur la question de l'insertion, que deviennent ceux que nous formons? Est-ce qu'ils sont dans le domaine de journalisme, dans le domaine de la presse, dans le domaine de la communication, ou s'ils font autre chose? Les résultats, on m'a recommandé à ce colloque de poursuivre pour avoir une masse critique, parce que j'ai pris un échantillon de 300 diplômés. Voilà. On a au moins, il y a 350 diplômés de ENSTIC. Donc voilà, donc on a à peu près, si j'ajoute tout, aujourd'hui on peut dire que le public a formé au moins 400. Au moins 400 qui sont diplômés du public. Alors j'aurais souhaité qu'on fasse un bilan à un moment donné, et le travail que je suis en train de faire, de quitter simplement le travail où moi je vais faire un article scientifique ou une communication, un colloque, à un vrai travail qui va être saisi par une politique publique gouvernementale, de dire, mais dans notre pays, nous avons formé de façon professionnelle tel nombre de journalistes. Quel est leur sort? Nous avons tel nombre d'entreprises de presse aujourd'hui, que ces entreprises soient en groupe médiatique ou en unique. On a fait un travail, la dernière fois, on était peut-être de 300 entreprises médiatiques. Au Bénin. Oui. Mais ils recrutent qui? Ils payent quel salaire? Voilà les questions. Et donc, la réforme aussi doit aller là. Et si le chef de l'État a dit ça, on connaît à peu près. Donc, ce que moi je proposais, c'est de m'assurer, si à un moment donné, on peut suspendre la formation, il faut le faire. C'est osé, hein? Ah oui, écoutez, il ne sert à rien de mettre de l'argent, parce que les parents payent, hein. C'est vrai que c'est parfois pas concours, mais c'est le concours, il faut payer le complément. Il faut faire. Vous finissez une école de formation. La bourse spatiale, oui, vous finissez. Le complément. Et vous n'avez pas un organe de presse qui vous recrute, qui vous paye le salaire normal qu'il faut. D'un diplômé d'une école de journalisme. De prestige, il faut le dire. Justement, de journalisme. Et vous allez dans la précarité. Je trouve que ce n'est pas normal. Moi, j'ai été, je vais vous dire, si mes étudiants deviennent des douaniers, des préposés de douane, je m'interroge. Je regarde la liste de ceux qui ont réussi le concours de douane, je vois le nom de mes étudiants. Que vous avez formé en journalisme. Oui. Donc là, c'est une reconversion professionnelle carrément. Mais c'est ça, écoutez, monsieur, c'est ce que ça veut dire. Quelqu'un qui va à l'école de journalisme, c'est vrai qu'on commence par détecter maintenant que tout le monde n'a pas forcément la vocation de devenir journaliste. Aujourd'hui, beaucoup veulent être des communicants. Mais aujourd'hui, beaucoup, j'en ai eu la preuve, veulent être aussi douanier de Saint-Mathieu, de district de Saint-Mathieu. Donc, vous voyez, et c'est ça. Il faut commencer. Ça veut dire que celui qui a décidé d'être district de Saint-Mathieu, il voit visiblement que l'avenir n'est pas tellement clair pour lui. L'avenir est sombre. Et être disciple de Saint-Mathieu est mieux pour lui. Je ne lui en veux pas. Je lui ai même dit félicitations. Et pourtant, vous avez passé 3 ans ou 5 ans à lui inculquer, disons, les valeurs de la profession, les règles de production et tout ça. C'est ce que je vous dis. Vous avez fini la formation, vous êtes professionnel, et que vous n'êtes pas engagé dans un organe de presse qui puisse vous payer le minimum de salaire. La vie à Cotonou, vous savez. Est-ce qu'on peut vivre avec moins de 100 000 ou de 150 000, 200 000 à Cotonou? Pour être décent, si vous êtes célibataire. Après, si vous avez des enfants. Donc, encore là, il faut savoir si on est célibataire ou pas. Ah oui. Donc, mais c'est de ça qu'il est question. Et l'avenir, c'est de dire, les gens ont fait des écoles, ils sont diplômés, il faut qu'ils trouvent des organes de presse viables, des organes de presse crédibles, qui sont de vraies entreprises de presse, pour leur payer le salaire correspondant. Pour qu'ils puissent exercer la profession de leur rêve. C'est ça. Écoutez, moi je suis enseignant du supérieur. Écoutez, si enseignant du supérieur, je n'ai pas le minimum, je ne peux pas continuer à faire mon enseignement de qualité. Et c'est ça qui est la question. Je vais chercher autre chose. Donc on déduit simplement que bon, à l'université, il fait plus ou moins bon vivre. Bon, non, mais, au moins les enseignants ne démissionnent pas, ne deviennent pas du jour au lendemain des douaniers. Non, mais écoutez, comme les journalistes que vous formez. Si vous continuez, si les médias continuent à stigmatiser les enseignants du supérieur, ils vont changer aussi. Ils vont changer de profession. Si dans la rue on dit ben voilà l'enseignant supérieur, oui c'est eux qui font ci, c'est eux qui font ça,
si les médias continuent à dire ça, les anciens supérieurs... Nous sollicitons souvent l'expertise du monde universitaire, donc les médias ne sont pas des outils à stigmatisation, je vous assure. Alors, vous suivez mon regard, je vais parler loin. Alors, nous parlons toujours des journalistes. Oui. Est-ce que dans notre pays, le Bénin, je crois que nous avons eu la discussion il y a quelques mois, est-ce que au Bénin, vous avez donné l'exemple de ces étudiants qui sont devenus aujourd'hui des douaniers, qui se sont reconvertis. On parle de bifurcation professionnelle. Est-ce que, à part... Déviation professionnelle aussi, oui. C'est la même chose, oui. Est-ce que, à part cette profession aussi qui attire les jeunes journalistes formés, qui voyant certainement l'avenir sombre, décident d'aller ailleurs, il y en a aussi qui vont dans d'autres métiers. Est-ce que vous avez déjà fait une telle étude au Bénin? Surtout sur nos apprenants. Non, ce que je suis en train de faire actuellement, je n'ai pas fini. J'ai présenté à l'OME une partie. Et j'ai continué. Parce qu'il y en a qui sont devenus chefs d'entreprise. Prospect, j'en vois quelques-uns. Parce qu'on a, ce qu'on appelle un truc des alumni, de ceux qui ont fait précisément l'école publique. Le NSIC. Et eux, il y en a qui sont chefs d'entreprise. Et il y en a qui sont devenus, qui ont carrément quitté le secteur des médias. Et donc notre étude vise à ça. Et on nous a recommandé de l'actualiser pour prendre un grand nombre, puisqu'on a plus de 350 diplômés. Il faut élargir. Élargir pour savoir réellement. Il y a à peu près, pour ce qu'on a jusque-là, la première promotion, la deuxième promotion, et tous sont casés, ils travaillent. Dans les médias? Oui, pas tous justement. Donc, on a 3 catégories. Il y en a qui sont à leur compte. Il y en a qui travaillent dans les médias et dans la communication. Et il y en a quelques-uns, je crois... 10-15% qui font carrément autre chose que les médias, qui n'a rien à voir avec les médias. Donc la combinaison entre journalisme et communication, c'est possible? Oui, justement, la preuve est que quand ils finissent la licence, nous avons un master en communication et relations publiques, et beaucoup font ce master-là. On est à la 3e promotion, et la 4e promotion s'annonce déjà. Donc, beaucoup font ce master en communication. Soit ces premières promotions aussi n'ont pas fait chez nous, puisque nous on a lancé ce master seulement il y a 3 ans, et ils l'ont fait ailleurs, où ils exercent dedans. Il y a beaucoup aujourd'hui qui se convertissent dans les métiers du digital, et là, ça me fait plaisir que je regarde ça. Ils sont des community managers. Des métiers d'avenir aussi. Des métiers d'avenir aussi qui marchent. Et là, je me dis, ben waouh, là, ils ont continué dans un secteur qui est le leur. Qui n'est pas toujours éloigné. Et qui n'est pas très éloigné. Et là, s'il n'a pas trouvé sa vocation de faire la presse, il peut continuer à faire la communication, qui est un prolongement. Hein. C'est les cousins. Hein. C'est la même famille. L'information et la communication. Je sais que le pont entre le monde de la formation et le monde du travail, vous essayez depuis quelques années à réduire donc les frontières étanches entre ces deux mondes-là. Je me rappelle sous les 2 mandats de l'ancien recteur Brice Saint-Saint, il y a ce qu'on appelait donc la CEMOP, la semaine du monde professionnel, pour réunir à la fois les formateurs et les chefs d'entreprise et tout ça. Est-ce que dans votre dynamique, là peut-être j'interroge votre action, votre bilan à la tête en tant que directeur adjoint de l'école de l'ENSTIC, est-ce qu'à l'époque et aussi maintenant, vous aviez des politiques volontaristes pour justement aller parler à ces promoteurs sur ce qu'ils doivent faire, ce qu'on peut faire pour que les produits que vous formez soient bien logés, pour que les choses puissent bien marcher? Bon, moi, les retours que moi j'ai, récemment nous étions en conseil pédagogique, j'ai dit à l'équipe qui dirige actuellement l'école, j'ai des retours, je l'ai partagé avec eux. Les retours que moi j'ai, c'est-à-dire que ceux qui ont fait l'école ENSTIC, que ce soit du temps du professeur Jean-Louis Baguidi à Savalou, après il y a eu le directeur Fayon, après il y a eu encore Jean-Louis Baguidi, et puis après il y a eu le directeur Yangueno avec qui moi j'ai travaillé, et puis maintenant il y a l'équipe du professeur Korwe. C'est-à-dire que quand on regarde toutes ces équipes-là, jusque-là, celui qui a fait ENSTIC, pour ce que j'en sais, et même ceux qui ont fait l'ENA, les premières promotions de l'ENA, les Aaron Akinocho, les Vigiles à Roissy, c'est, comment ça s'appelle, Afouda, Vincent Aguet, et tout ce beau monde-là, ils ont fait l'ENA à l'époque, les Katakula Dieudonné, les Félicien Fayon, ils ont fait l'ENA. Avant, c'était l'école publique. Donc, tout ce beau monde-là, moi je les mets ensemble. Les gens ont toujours eu un retour positif sur leurs prestations. Les rendus. Et donc, déjà, c'est un point positif. Il peut y avoir quelques observations.
Et donc, c'est pour ça que nous devons continuer à améliorer la qualité de la formation. Et je peux vous dire, à ce conseil pédagogique dont je vous parlais, on avait fait une comparaison avec ce qui se fait au CESTI. On a vu qu'il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match. Alors, vous voulez dire que le Bénin a battu... Pas que le Bénin a battu, CESTI ne fait rien de différent. L'école de référence... la sous-région voilà. ne fait pas grand-chose, je le dis sur les réseaux sociaux, qui soit très différent de ce que nous faisons à l'UNESTIC. Prenez les programmes de formation. Prenez tout ce que nous faisons. En tout cas, on peut l'évaluer. Et on a compris ce qu'il faut faire, je ne vais pas forcément le dire ici, que nous devons faire désormais pour notre institution aussi. Donc, il y a des choses qui se font. Et le terrain est là pour témoigner. Les entreprises qui recrutent nos produits sont les meilleurs témoins. Alors, vous avez dit aussi, rien n'est parfait dans ici-bas, dans ce monde. Mais en termes de défis pour les politiques publiques, parce que là, ça fait 11 ans ou 12 ans, l'école est sur pied, on forme, les problèmes existent encore. Mais en termes de défis sur l'offre éducative, les curricula, le dispositif aussi pratique, parce que ce métier est avant tout aussi théorique, mais aussi pratique. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de mettre les studios de l'école. Là où on est à Haïti Salat, là, écoutez, normalement c'était la radio, c'était le bâtiment de la communication, on a appelé, autant du professeur Sessin, du recteur Sessin, et aujourd'hui, on a des studios là. Il faut les équiper. Et si, par exemple, il faut trouver un autre endroit où construire une vraie école, il faut le faire. L'État a les moyens et ce gouvernement le fait si bien quand il a envie de faire des choses. Et donc, je pense que on peut prendre à bras le corps dans la réforme qui arrive, on peut prendre à bras le corps la question de la formation dans le public tout au moins, et donner les moyens. Ça ne coûte pas 1 milliard, ça ne coûte pas beaucoup de millions. On peut donner quelques moyens. Dans les 20 milliards que moi je regarde là, on peut donner quelques moyens. Vous continuez de gagner les 20 milliards. Oui, on peut donner quelques moyens à l'école qui forme pour les studios de l'école. C'est ça, c'est important. Donc, à l'heure actuelle, on peut... Ça a été dit aux États-Unis en 2014 de doter le corps public de studios. Non, à l'heure actuelle, vous n'avez pas de studio. On n'a pas de studio propre. C'est une réalité. On fait des partenariats avec Radio APM à Porto-Novo, des partenariats avec des structures à Cotonou pour faire les productions, les ateliers pratiques avec les apprenants. Mais là, on se rend compte que c'est une formation à moitié. Si les apprenants doivent juste aller consommer les cours théoriques, non, c'est pas... disons à l'université. Je vais nuancer. Nous faisons le programme, il y a les cours théoriques, il y a les ateliers pratiques, il y a les stades d'immersion, il y a les stades académiques, etc. Mais ce qui est là, c'est que nous le faisons avec des partenaires. Nous n'avons pas sur nos lieux propres, l'infrastructure nécessaire. Nous n'avons pas les studios qui... Donc c'est un peu comme si on l'a délocalisé. Mais ça se fait. Ce qui fait que nos apprenants ont les moyens, donc ont les aptitudes aussi après de rivaliser avec... Voilà, qu'ils ont développé. Si on n'avait pas développé ça, ça veut dire qu'on va venir seulement faire des cours théoriques aux étudiants. Donc, pour que nos étudiants n'aient plus à se déplacer, etc., il faut que nos propres studios qui sont là soient équipés. C'est ça, et c'est les moyens. Il faut des moyens pour équiper les studios. Et que disent les... Observe tout ça, on vient de passer plus d'une heure à parler donc des médias, des réformes qui sont en cours, mais aussi des problèmes existentiels dans le secteur de la formation. Vous venez donc de lancer un plaidoyer à l'endroit du gouvernement quant à l'usage qu'on peut faire des 20 milliards qui existent là maintenant, puisque vous lancez ces 20 milliards. Alors, que disent finalement les parents? Est-ce que à la longue, si rien ne se fait, finalement, les parents ne vont pas devenir réticents à envoyer les élèves, leurs enfants, je vais dire, à étudier le journalisme si c'est après pour devenir douanier? Non, mais le parent ne va pas rechigner que son enfant soit douanier. Le parent ne va pas rechigner. Si c'est pour devenir chauffeur aussi, ou conducteur de taxi et moto, ou d'autres choses, hein, je ne veux pas stigmatiser les gens. Je pense que c'est un tout. C'est un tout. Pour que il y a au bout l'entreprise, il y a au début, si vous voulez, la formation. Et au milieu, il y a des gens qui sortent, qui sont des professionnels, qui travaillent dans des entreprises. Et c'est pour le bien des familles, des communautés toujours. Donc c'est un tout. Ce que moi je dis, dans cette réforme qui est en cours, il faut qu'on envisage cette réforme de façon holistique, en y intégrant à la fois ce qui se fait au niveau pédagogique, au niveau de la formation, et même de la formation continue. Parce que les journalistes qui sont sur le terrain, ils ont besoin de se mettre au pas
des nouveautés technologiques. Et en ce moment-là, ils ont besoin de retourner soit à l'école ou c'est un cabinet qui va les former, ou si c'est sur des nouveautés du métier. Donc, la pédagogie, la formation est à prendre en compte dans la réforme. Mais aussi l'entreprise de presse, en termes de modèle économique, est à prendre en compte. Et au milieu, le statut du journaliste, du professionnel des médias. Il ne faut plus permettre à n'importe qui de se dire qu'il est journaliste. Donc, et quand tu es journaliste, tu dois quitter une école professionnelle. Ça peut être une école publique, une école reconnue par l'État, parce qu'on sait que les écoles qui sont, même dans le privé, font l'examen national. Et quand tu as fini, tu es reconnu, tu as un modèle qui est façonné par ton entreprise de presse. Ça peut être un groupe de presse bien bâti, qui va te payer les salaires qu'il faut pour que le journal ne soit plus clochardisé. Donc, je pense que c'est un tout. C'est un tout. Et si c'est huilé, si la réforme marche, vous allez voir, ça va même faire en sorte que les gens peut-être vont dire qu'ils vont courir pour venir dans la profession. Mais entre-temps, comme je vous l'ai dit, il serait intéressant, moi je vais finaliser mon travail, que je fais à titre académique, de savoir tous ceux que nous avons formés, à peu près, ils sont où. Et qu'est-ce qu'ils font? Ça va aider les gouverneurs à élaborer des politiques publiques relativement à cela. Pour apporter des correctifs. Exactement. C'est important. Alors, on n'a pas la chance de vous avoir tous les jours. Oui, c'est cela, moi aussi, mais nous vous avons aujourd'hui. On ne va pas finir cette émission sans parler donc de l'éducation aux médias. Vous avez, dans vos productions, vous avez donc fait une typologie des acteurs qui sont présents sur la chaîne de production de l'information, sur la chaîne de production des contenus aujourd'hui au Bénin. Nous savons aussi qu'il y a le phénomène des fake news, de la désinformation, de la mésinformation et tout ce qu'il y a autour. Alors, cette émission, c'est aussi une tribune de conseil. Nous savons que beaucoup de nos frères aussi se font anarquer en ligne, dans les cyberespaces. Nous vous écoutons, professeur. Écoutez, vous venez d'aller sur un terrain qui est effectivement dans mes axes. Quand j'allais au CAMES, j'ai bien dit que j'allais continuer à travailler sur la question de la désinformation et de voir comment est-ce que l'éducation aux médias à l'information est une clé pour régler tant soit peu ce problème-là. Vous savez, il y a dans notre métier ce qu'on appelle la translittératie. C'est-à-dire qu'il faut éduquer les gens à l'information basique. Il faut éduquer les gens au numérique, c'est-à-dire comment il faut se connecter aux terminaux, les mots de passe, etc. La protection de leurs données personnelles, les questions de sextorsion, etc. Et puis aussi, éduquer les gens aux médias. Les médias dans le sens où c'est un direct, c'est un faux direct, c'est une retransmission. Ça, c'est un genre commentaire, c'est un genre, c'est un factuel, etc. Donc, les citoyens devront être éduqués à cette translittératie, à cette triple éducation aux médias, à l'information, non seulement sur l'information basique, mais aussi sur la question du digital et sur la question des médias. Et ça, ça doit commencer par les établissements privés, un peu dans les familles, mais dans les écoles, où il y aura des programmes qui, on parle d'éducation aux médias, à l'information, l'UMI, c'est pas l'UNESCO a même entériné cela, on a fait toute une semaine sur ça fin octobre, et on éduque les gens dans les établissements scolaires, au collège et à l'université, et des modules sont prévus pour ça. Nous, dans notre école de journalisme, on a un module qui s'appelle fact-checking et source d'information. Fact-checking, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire d'apprendre aux journalistes aujourd'hui en formation comment il faut déconstruire une fausse information, comment il faut distinguer le vrai du faux. Donc voilà, ça c'est une piste sur laquelle on est, et nous pensons que un citoyen culturellement informé et numériquement éduqué est un citoyen soldat face à la question de la désinformation. Puisque il y a la matrice d'Alexandre Serre qui nous permet de déconstruire en près de 15 questions les fausses informations. On considère d'abord, si vous voulez, la question de l'origine du document, l'auteur du document et la nature du document. Si vous voyez une information, pour quelqu'un qui est numériquement ou informationnellement cultivé, c'est que quand il voit une information, il se pose la question d'où vient l'information. À qui a publié cette information? Est-ce que la personne qui a publié cette information, est-ce qu'il est un doctrinaire, c'est un universitaire? Pourquoi il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait parce que c'est un but
de prosélytisme, de division d'idées, c'est un but religieux, c'est un but politique. Il se pose toutes ces questions et regarde maintenant après, en dernière position, la nature du document. Même si le document est numérique, elle ne sera pas falsifiée. Elle ne sera pas, on ne parler dans Photoshop pour prendre la photo de l'autre, pour accoler, etc. Et quand on regarde ça, quand quelqu'un voit, il sait tout de suite qu'il doit avoir ce que j'ai appelé le recul informationnel qu'il faut, et l'information la meurt dans son téléphone. Il va plus en ce moment partager pour tomber sur le coup de l'article 750 du code du numérique qui dit que quiconque relaie une fausse information est passible de peine, etc. Donc, vous voyez, et c'est un travail de longue haleine qu'il faut faire. Et je pense, modestement, contribuer un peu à cela. J'ai fait une expérience en 2021, en période électorale. J'ai parcouru 10 localités pour aller faire un peu l'évangile de la désinformation, pour dire, écoutez, ne faites pas ça. Et à l'arrivée, on a eu un petit résultat, qu'il allait de rien. Les 10 localités parcourues, on n'a pas enregistré des partages de fausses informations qui pourraient entraîner les troubles. Il y a eu des abstentions. Il n'y a pas eu de troubles. Pas relayer. En fait, nous on a fait un petit exercice. Les 10 localités que nous avons parcourues, il n'y a pas eu de troubles. Voilà. Il n'y a pas eu de troubles. Il n'y a pas eu de... Les actes de violence électorale, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Parce que quand on sait que l'une des causes des violences électorales, c'est la diffusion des fausses informations. Parce que quand on vous a donné une fausse information, vous réagissez sur le coup. Vous réagissez et il peut y avoir des trucs. Donc, ça a été une expérience modeste que nous avons partagée avec les gens au Sénégal, en France, un peu partout. Et nous continuons de travailler sur ça pour voir comment il faut faire la mise à l'échelle de cette expérience-là. Alors, tout ça aussi nécessite des moyens. Oui, moi justement, moi je ne suis pas tellement fan de demander des moyens. Je l'ai fait à l'époque avec mes mecs moyens d'universitaire à l'époque. Mais écoutez, il faut des moyens et en cela, il faut une fois peut-être appeler l'État à s'engager sur ce chemin-là pour que les citoyens soient vraiment éduqués à ces questions. Parce que si les citoyens sont éduqués et font... S'ils sont éduqués, elles sont éduquées et elles font la part des choses, c'est mieux pour le gouvernement. Et je pense que ça va éviter certains troubles. Vous savez, aujourd'hui, il y a une question sur laquelle nous travaillons également, qui est la désinformation et le terrorisme. Et on a démontré, on a fait un article sur ça, on a montré que on a donné des fausses informations et les populations sont déplacées dans les localités. Voilà. Il y a l'immigration. Très bien. Et si on veut lutter, on peut faire la lutte antiterroriste. Si on n'a pas l'information vraie, c'est vrai que la lutte antiterroriste, l'une des formules, c'est le renseignement, c'est l'information. Mais si à chaque fois on met dans l'opinion de fausses informations, ça va inhiber la lutte. On a fait papier. Ça va créer aussi la psychose. Justement, et ça désagrège l'ordre. On a fait papier pour expliquer cela, pour dire qu'il faut aujourd'hui tenir compte dans la lutte antiterroriste de la question des informations. Très bien, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Le temps est vite passé, nous avons encore beaucoup de choses à dire. Hélas, tout n'est pas dit, mais le reste viendra après. Wenceslas aussi, le 3 mai, aussi ça s'annonce pour bientôt. En tant qu'universitaire, dans la réflexion, dans la production intellectuelle sur le secteur, quelle devrait être l'attitude, disons, des professionnels, des médias, le 3 mai? Est-ce que nous devons continuer par nous enfermer dans les réjouissances, les exhibitions, au lieu de penser véritablement aux mots qui minent et entravent le développement de notre secteur? Non, vous savez, les journées mondiales, 3 mai ou d'autres journées qui sont passées, qui vont venir encore, c'est toutes des occasions, pas forcément de fête forcément, mais de réflexion profonde sur un secteur. Je crois que le 3 mai prochainement, non seulement nous pouvons revisiter la question de la liberté sous nos cieux, mais également réfléchir à notre devenir. Et donc, ça peut être une occasion vraiment pour les professionnels des médias de réfléchir sur le devenir du métier de journaliste, peut-être au Bénin, pour le cas des Béninois. Parce que ce que le chef de l'État a lancé comme réforme, si ce n'est pas fait en ce moment-là, on peut toujours continuer à réfléchir, à mettre dans le débat. Pourquoi ne pas organiser un mini-colloque sur l'exercice de la profession de journaliste aujourd'hui, dans un contexte
parce que ce n'est pas ici seulement que le journalisme comme métier est en crise, est éprouvé. Donc pourquoi ne pas réfléchir sur ça au lieu de peut-être faire la fête comme vous dites. Moi je suis pour ça, je suis pour des réflexions dans ce genre, une conférence publique, un mini-colloque, des ateliers pour réfléchir sur le devenir de ce métier-là. Alors, vous avez votre propos conclusif maintenant. Bon, moi je vous remercie. J'ai regardé votre émission Casse sur table, est une émission quand même d'envergure. J'ai été très honoré d'assister à cette émission, de donner les points de vue qui sont les miens, de partager aussi mes appréhensions et aussi mes certitudes, et pourquoi pas mes convictions aussi, sur les questions des réformes dans les médias, dans la formation des journalistes, et aussi sur la question de la désinformation, qui sont des axes de recherche pour moi au niveau donc de l'université. Et vous remercie je remercie également les auditeurs et même nos amis internautes qui nous suivent ici comme ailleurs, de nous faire, pourquoi pas, des retours sur nos idées développées ici. Et vous remercie pour l'œuvre. Vous aussi, vous êtes un sachant de la question. Vous avez bien voulu me cuisiner aujourd'hui sur les différents aspects de ces réformes-là et de me faire sortir de mes tripes tout ce que j'ai à l'intérieur sur le sujet. Je vous remercie, espérant revenir sur d'autres sujets, toujours relevant de mes compétences. Docteur Wenceslas Maoussi, expert médias et pratique info numérique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au plaisir de vous retrouver très prochainement sur d'autres sujets. Aussi FM à ses portes grandement ouvertes. Ne vous inquiétez pas. Chaque fois que le besoin se fera sentir, je me ferai le devoir et le plaisir de vous adresser mon invitation. C'est bon. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite en compagnie de nos programmes. À très vite. Allô, Divine, mesdames, messieurs.